Bon, j'en ai marre de me faire harceler par les élèves, donc FAQ. Alors, une petite foire aux questions, puisque j'ai récupéré plein de questions. J'ai un peu peur que la vidéo soit extrêmement longue, donc bah s'il faut, je la ferai en 2 parties. On va voir. Bon, je me lance. De toute façon, je les pioche une à une, comme d'habitude. J'y réponds le plus spontanément possible. Nous allons voir de quoi ça parle. Bon, probablement qu'il y aura des thématiques communes, parce que en général, c'est beaucoup en réaction à ce qu'on fait en classe. Donc je rappelle que j'ai des 4e et des 6e en ce moment. Et en 6e, on fait des réseaux trophiques, etc. Donc à mon avis, je m'étonnerait qu'il y ait des... Ah si, peut-être. Il y aura peut-être des questions en rapport avec, voilà... les réseaux trophiques, les transferts de matière, les régimes alimentaires, j'en sais rien. Et en 4e, on sort de la génétique et on est en train de commencer la reproduction humaine. Donc je m'attends au pire. Nous allons voir. Alors, première question. Si 2 personnes de la même famille veulent faire un enfant, ça va faire quoi? Un enfant. Question suivante. Non, alors, bon, alors, donc là, je pense que c'est une question de 4e. Oui, c'est une question de 4e. J'ai le prénom de l'élève, mais enfin, quand même, elle n'a pas précisé si elle voulait que je le dise, je m'abstiens. Donc, je pense que clairement, ça parle de consanguinité, cette histoire. Faire des bébés au sein de la même famille. Alors effectivement, bon, la consanguinité, on en a tous déjà entendu parler en disant c'était pas bien. Bon, alors c'est pas bien. Alors il y a tous les principes moraux qui vont avec, mais qui en fait sont liés à des raisons instinctives et génétiques en réalité. Pour la faire simple, il y a des études scientifiques qui ont montré qu'effectivement, chez les enfants issus d'unions consanguines, après plusieurs générations notamment, il y avait une augmentation de certains risques de type mortalité infantile, des enfants qui sont de petite taille, parfois du retard mental, il me semble qu'il y a une diminution de la capacité pulmonaire, enfin il y a tout un tas de choses qui peuvent s'accumuler comme ça, qu'on appelle des tares en fait. Et comment ça s'explique ça? C'est parce que le fait de s'unir avec quelqu'un qui a un patrimoine génétique proche d'une autre, ça fait que ça optimise le risque d'accumuler les tares génétiques. Beaucoup plus que si vous allez mixer vos gènes avec ceux d'un individu totalement différent, ce qui peut masquer des tares que vous porteriez et inversement. Donc dans la nature, en général, la consanguinité existe pas ou peu, parce que elle augmente énormément le risque de présenter des dysfonctionnements, des maladies d'origine génétique. Voilà, donc vive le métissage, vive la mixité, n'en déplaise à certaines personnes. Oui, petit rajout quand même, anecdote, dans l'histoire de la royauté européenne, il y a eu un tas d'exemples de consanguinité, parce que le but du jeu était de préserver un sang pur et royal, et il me semble qu'il y a la famille Habsbourg d'Espagne, alors à quel siècle? Je suis une tarte en histoire. Monsieur Vignier au secours, Monsieur Bavamian. 16e siècle? J'en sais rien. Bref, c'est une famille où, comme dans d'autres, il y a eu énormément de consanguinité. On faisait des mariages entre cousins, frères, sœurs, tout ça. Et il me semble qu'ils avaient développé des anomalies anatomiques, notamment. Une déformation de la mâchoire ou un truc comme ça. Et puis, il y avait énormément d'enfants mort-nés dans cette famille. Donc, je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée, mais ils ont peut-être arrêté. Ils sont allés pactiser avec d'autres familles, peut-être. C'est une bonne idée. Bon, voilà. 2e question. Pourquoi on se gratte? C'est une excellente question, ça alors. Eh ben, répondrons-y immédiatement. Alors, le fait de se gratter, c'est un nom en dermatologie, ça s'appelle le prurite. Il y a des mangeaisons, Et alors, il y a plusieurs raisons de se gratter. Il y a le fait de se gratter suite à une lésion mécanique, à une stimulation mécanique, un petit repli dans votre pull, une chose comme ça, une petite branche qui vous gratouille le bras, bon bref, stimulation mécanique. Ça peut être ça peut être de façon allergique en réponse à l'inoculation ou l'introduction d'une molécule.
Par exemple, quand vous grattez après une piqûre d'insecte, ou quand vous grattez parce que vous avez mangé du gruyère alors que vous êtes intolérant au lactose, enfin bref, peu importe. Donc, voilà, ça gratte. Dans ce cas-là, donc en fait la démangeaison, elle vient d'une libération d'histamine. L'histamine, c'est une molécule qui est sécrétée par certaines molécules circulantes dans votre sang, et ça va titiller vos terminaisons nerveuses, et ça va entraîner le réflexe de grattage. Et il y a des études qui ont montré que le fait de se gratter, en fait, ça soulageait parce que ça stimule des terminaisons nerveuses de la douleur, des nociceptives, qui provoquent la production de sérotonine, je crois. Et la sérotonine, en fait, elle chante les voies de stimulation de l'histamine. Donc du coup, ça ne démange plus. Mais en fait, après, ça redémange, parce que dans le cerveau, ça a un double effet qui se coule, qui fait qu'on reproduit plus d'histamine. C'est pour ça que quand vous grattez un bouton de moustique, sur le coup, c'est cool, et puis après, ça regratte encore plus. Après, il y a d'autres raisons à la démangeaison, notamment des maladies, la prise de certains médicaments, mais aussi des maladies chroniques comme l'eczéma, voilà. Alors là, je suis pas dermatologue, donc je vais pas rentrer dans tous les détails des maladies, parce que je les connais pas. Et puis, il y a des démangeaisons qu'on ne peut expliquer. On se met à se gratter, on ne sait pas trop pourquoi. Et il semblerait que le réflexe de grattage, de prurite, soit communicatif, un petit peu comme le bâillement, vous voyez. Il y a des études qui ont été menées, notamment sur les souris, toujours, les pauvres. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on mettait des souris en face d'une souris qui se grattait, systématiquement, elle se mettait à se gratter aussi. Et ça marche aussi avec une vidéo de souris qui se gratte, montrée à une souris qui se grattait pas jusque-là, et elle se met à se gratter. Donc c'est probablement une activation des neurones miroirs qu'on a dans le cerveau, je vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, il y a une explication évolutive à ça, le fait que se gratter ce soit contagieux, entre guillemets, ça serait expliqué par le fait que quand un individu se gratte, par exemple parce qu'il a des parasites, des puces, des poux, tout ce que vous voulez, et ben du coup les autres individus de sa meute vont se mettre à se gratter aussi, au cas où, histoire de déparasiter en amont avant que l'infestation soit totale. C'est assez séduisant comme explication, moi je trouve ça assez marrant. Donc voilà le pourquoi on se gratte. Question suivante. Enfin c'est très indiscret ça. Est-ce que vous vivez seul? Bah vous voyez bien que non. Attendez, vous avez la réponse. Je vous rappelle que j'ai un chat, un lapin, 3 enfants et presque 300 plantes. Quand on est entouré d'autant d'êtres vivants, on ne vit pas seul enfin. Quelle est cette question? Bien sûr je me sens pas seule. Si carrément je vis seule en fait. Enfin si la question c'était oui, je suis seule. Avec tous mes poilus et mes êtres vivants, mais je suis seule. Voilà, satisfait? Désolée Froufrou, c'était pour les besoins de la vidéo. Ça va toi? C'était bien ta journée? Pas trop dur? Question suivante. C'est possible que des jumeaux soient dans la même poche? Alors, déjà, on va redéfinir les deux catégories de jumeaux. Vous avez les jumeaux dizygotes et les jumeaux monozygotes. Alors, les jumeaux dizygotes, c'est quand une femme émet exceptionnellement et en même temps 2 ovules. D'habitude, chaque ovaire, chaque mois, un des ovaires émet un ovule. Bon bah là, exceptionnellement, il y en a 2 qui sont émis et qui sont chacun fécondés par un spermatozoïde différent. Et du coup, ça fait ce qu'on appelle les faux jumeaux. Et donc chacun se développe dans une poche à part, pas de problème. Pour les monozygotes, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Donc les monozygotes, c'est bien un ovule qui a été émis, qui a été fécondé par un spermatozoïde, mais à un... Donc vous savez que ça donne... Les quatrièmes, vous le savez, hein, ça donne ce qu'on appelle une cellule œuf. Cette cellule œuf va rentrer en division et former progressivement un amas embryonnaire. Et elle peut, à un moment de ces divisions, se séparer en 2 masses de cellules. Donc en 2 embryons qui ont strictement le même patrimoine génétique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le fait que les petits se développent ou pas dans la même poche, ça va dépendre du moment auquel la cellule œuf va se séparer en 2. Donc, si elle se sépare en 2 extrêmement précocement, je crois que c'est 3 jours après la fécondation, enfin en tout cas de 1 à 3 jours après la fécondation, donc après la formation de la cellule œuf, elle commence à se diviser. Si cette division, donc si cette séparation se fait avant 3 jours, dans ces cas-là, il y a bien 2 placentas et 2 poches amniotiques.
la fameuse poche dont on parle, hein, c'est ça. Si cette séparation, pardon, se fait entre 3 et 6 jours, là, il peut y avoir, attendez que je me gourre pas parce que c'est compliqué. Il peut y avoir un placenta commun et 2 poches amniotiques. Et c'est dans ces cas-là que on trouve souvent des différences de taille en fait et de développement chez les 2 bébés, parce que parfois il arrive que l'un arrive mieux à se nourrir, il prélève sur le même placenta, donc il arrive que l'un arrive mieux à se nourrir que l'autre. Enfin bon, tout se passe bien. Et si cette séparation de la cellule œuf et des masses embryonnaires se fait au-delà de 6 jours après la fécondation, là dans ces cas-là, on peut avoir un seul placenta et une seule poche amniotique, donc 2 bébés qui se nourrissent via le même placenta et qui se développent dans la même poche. C'est extrêmement rare. Alors je vous passe les monocoriales, monoamniotiques, bref, tout ça. C'est extrêmement rare. C'est vraiment un pourcentage des grossesses gémellaires extrêmement faible. Et malheureusement, c'est assez risqué. Donc du coup, ce sont des grossesses qui sont extrêmement surveillées parce que dans ces cas-là, le risque de mortalité périnatale est assez élevé. Ça veut pas dire que c'est foutu, mais ça veut dire qu'on fait quand même super attention. Voilà. Alors, expliquer pourquoi ça se sépare à J3, J6 ou plus. Mais alors là, je ne sais pas. Voilà, je vous le dis, j'en sais rien. Donc oui, c'est tout à fait possible que des jumeaux monozygotes se développent dans la même poche amniotique. C'est très rare, mais ça arrive. Et on enchaîne. Est-ce que les humains peuvent être mi-blanc, mi-noir? Avec un petit cœur, regardez. Alors, est-ce que les... Oui, alors, bigou, quoi. Est-ce qu'ils peuvent être une partie blanche, une partie noire? Alors, bon, de façon nette et scindée en deux comme ça, pas à ma connaissance. Bon, vous connaissez tous peut-être probablement le vitiligo parce qu'il a été pas mal popularisé par des mannequins atteints de cette maladie auto-immune avec des grandes taches de dépigmentation. C'est souvent des personnes de carnation noire qui ont des grandes taches de dépigmentation, soit au niveau des mains. Enfin, c'est pas vrai, en fait, je dis que c'est souvent des personnes de carnation noire parce que c'est chez elles que c'est le plus spectaculaire, mais il y a des personnes blanches qui peuvent aussi être atteintes de vitiligo. En fait, c'est quoi? C'est des zones de cellules de la peau qui ne fabriquent plus de mélanine et qui donc sont extrêmement blanches. Et c'est une maladie évolutive auto-immune, donc en fait il y a des crises de vitiligo, il y a des poussées de vitiligo. Apparemment la maladie est pas très bien comprise et il y a différents facteurs déclenchants, le stress, etc. mais pas que. Mais je pense que l'élève qui m'a posé cette question ne pensait pas vraiment à ça. Il devait faire référence à une photo qui a beaucoup marqué les esprits d'un chat, femelle en l'occurrence, qui avait la moitié du visage noir et l'autre moitié rousse avec un œil jaune et un œil vert. Enfin bon, je vous mettrai la photo, je me souviens plus exactement. Et tout de suite, je me souviens qu'en classe avait fusé la question est-ce qu'on peut être comme ça, moitié noir, moitié blanc? Alors en fait ça, chez les animaux c'est bien connu, et chez les plantes aussi d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le mosaïcisme, c'est-à-dire le fait que certaines populations de cellules, à certains endroits d'un organisme, se mettent à exprimer un génome différent ou carrément être chargées en un génome différent des autres cellules du corps. Et donc avoir un phénotype, c'est-à-dire une expression différente. Alors ça existe chez les animaux, c'est bien connu, c'est souvent lié au chromosome sexuel X, et c'est pour ça que, notamment chez les chats écailles de tortue, et ben ce sont souvent des chattes, ce sont des femelles en fait qui sont atteintes de ça. Mais chez l'humain, il y a un équivalent peut-être un peu moins spectaculaire que chez les animaux qui ont comme ça toutes les couleurs de pelage un peu mélangées, et des grandes zones avec des pelages différents bien distincts. C'est ce qu'on appelle... Mince, comment ça s'appelle déjà? Les lignes de Blaschko. Je vous le mettrai là. C'est un syndrome... Alors j'essaierai de trouver des photos pas trop dégueu. C'est un syndrome particulier, enfin c'est une caractéristique dermatologique particulière qu'on trouve chez certains humains, avec comme ça des lignes entières, des sortes de zébrures, parfois spiralées, au niveau du dos, au niveau du torse, au niveau de l'abdomen.
avec comme ça des lignes beaucoup plus sombres et des lignes beaucoup plus claires, c'est un peu des zébrures. C'est pas très bien connu, c'est étudié génétiquement, c'est une sorte de... On pense que c'est du mosaïcisme, c'est-à-dire que très tôt dans le développement embryonnaire, il y a certaines cellules qui se sont mises à exprimer une forte production de mélanine, tandis que d'autres non. Et avec les migrations cellulaires liées à la formation de la peau sur l'embryon, je vous la fais sur le fœtus, hein, bref, je vous la fais très rapide, hein, s'il y a des généticiens dans la salle et des embryologistes, ils vont me détester. Il semblerait que les migrations cellulaires comme ça suivent des lignes pendant le développement du petit, et que donc à la naissance, on se retrouve comme ça avec une sorte de zébrure, avec certaines cellules qui expriment une forte production de mélanine et d'autres non. Donc c'est pas vraiment du bigou comme on dit, voilà, vanille chocolat, c'est pas à ce point marqué chez l'homme, je n'en ai pas trouvé de traces. Par contre c'est ce que je trouve le plus proche du mosaïcisme qu'on trouve chez les animaux, et notamment ce fameux chat qui vous avait tant marqué. Donc voilà, les lignes de Brasco. Je vais arrêter d'insister parce que je suis pas sûre du nom. Question suivante. Ils sont où Laurent et Rémi? Excellente question, rien à voir avec les SVT, mais quand même. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, qui découvrent peut-être cette vidéo par hasard, à un moment, ces fameuses FAQ, en fait j'ai eu 2 acolytes pour me poser les questions, je me baladais dehors, et j'avais des gens qui me posaient des questions, des amis en l'occurrence, donc Laurent qui est mon voisin, et Rémi qui habite dans le Tarn et qui a lui-même une chaîne YouTube bien plus célèbre que la mienne. Et donc, ils se sont prêtés à l'exercice de me poser des questions tout en se baladant, et donc j'y répondais. Eh bien, Laurent et Rémi, que font-ils? Alors déjà, je pense qu'ils vont bien, je sais qu'ils vont bien. Laurent, il répare des trains, et Rémi, il plante des graines en ce moment. Donc, rassurez-vous, tout va bien, nous nous parlons régulièrement. Mais juste, voilà... contingences matérielles de la vie font que ce ne sont pas eux qui me posent ces questions. Alors que c'est pas normal, ils ont un contrat, quoi, crotte. Ils devraient respecter les termes de leur contrat, leur ordre de mission. Non, c'est pas vrai, ils ont pas de contrat. Question suivante, sur un bout de papier que vous n'allez pas voir. Mince, ah non, bah non. Harry Potter. Alors, j'ai le droit de dire le nom de l'élève car il m'a expressément dit que j'avais le droit de dire son nom. Donc c'est Aaron qui me harcèle depuis des semaines pour savoir si j'ai lu sa question. Donc ça y est, je la lis, Aaron. Alors, il m'en a posé 2. Aaron, je réponds à une parce que l'autre on y a répondu en classe, donc du coup, voilà. Vous me demandiez pourquoi la plupart des animaux sont carnivores. Alors oui, effectivement, c'est une bonne question. C'est en rapport avec les réseaux trophiques. Bravo Aaron, excellent. On a parlé des régimes alimentaires, donc il a bien suivi. Vous aurez plus 10 points pour Gryffondor. Donc oui, effectivement, la plupart des animaux sont carnivores. Il y a eu une étude relativement récente, je sais pas, je dirais 2018, mais ça se trouve je me gourre complètement, qui avait étudié ça, l'évolution des régimes alimentaires chez les animaux, estimant l'apparition du premier animal, au sens biologique du terme, à 800 millions d'années en arrière. Et bon, ils avaient fait une étude statistique montrant que dans tout l'arbre du vivant et des animaux, surtout des animaux, il y avait à peu près, je crois, une proportion de 60% de carnivores, beaucoup moins d'herbivores et vraiment très très peu d'omnivores. Je me souviens plus des chiffres exactement. Donc la majorité des espèces animales sont carnivores. Alors petit point quand même, en général quand on dit carnivore aux gens, et à tout, enfin c'est normal, ils s'imaginent qu'ils bouffent du steak, qu'ils bouffent de la viande, vous voyez. Les carnivores ça inclut en fait toutes les espèces animales qui se nourrissent d'autres espèces animales, et même si on globalise un petit peu, on étend ça aux champignons et aux protistes. C'est-à-dire qui consomment des champignons et des protistes, puisque les champignons, je vous le rappelle, sont un règne qui est quand même très très proche des animaux, beaucoup plus que des végétaux. Donc en fait, c'est pas forcément qu'ils bouffent de la viande, hein. Les insectivores sont des carnivores. Et donc, en fait, d'après cette étude, il me semblerait, l'hypothèse a été posée que cette énormité de la proportion de carnivores serait due au fait que l'ancêtre commun des animaux, qui était certainement unicellulaire, une sorte de protiste cilié, enfin bon, bref, un truc tout poucrasse, hein, qui vivait dans l'eau, se serait nourri principalement de bactéries.
Enfin voilà, c'était un choix optionnel, il s'est nourri de ça plutôt que d'algues unicellulaires. Et en fait, l'étude de l'histoire évolutive montre que c'est très compliqué de changer son mode alimentaire au cours de l'évolution. C'est un changement, une évolution qui nécessite énormément d'adaptation et qui est très coûteuse, en fait, qui est un changement très coûteux. Et du coup, statistiquement, ça a eu peu lieu. Oui, cette phrase est française. Il y a eu très peu de changements alimentaires au cours de l'évolution. Il y a des changements qui ont eu lieu de façon beaucoup plus fréquente et récurrente que les changements alimentaires. Et donc, il est très compliqué, au fil de l'évolution, de modifier son alimentation. Donc, il semblerait que l'ancêtre commun des animaux était carnivore, du coup, et que l'herbivorie soit arrivée bien après, et l'omnivorie encore plus compliquée. Ce qui explique la répartition actuelle statistique des régimes alimentaires, beaucoup plus de carnivores, un peu moins d'herbivores et vraiment très très peu d'omnivores, parce que là c'est très compliqué à mettre en place en fait. Voilà l'explication, je sais pas si elle est satisfaisante Aaron, mais enfin j'ai pas mieux à vous proposer. Plus que deux, cette vidéo va faire 45 minutes au bas mot. Est-ce que l'acide nitrique, on ne relèvera pas l'orthographe, est fait de crottes de chauve-souris? Ah alors dit comme ça. Bon, on pourrait retourner plutôt la question dans le sens, est-ce que les crottes de chauve-souris sont faites d'acide nitrique? Mais oui, je crois savoir de quoi ça parle. Alors effectivement, les crottes de chauve-souris, comme les crottes de pas mal d'oiseaux, les fientes, sont extrêmement riches en azote. L'acide nitrique contient de l'azote. Donc c'est extrêmement riche en azote, en fait, pour les oiseaux et les chauves-souris, et certains mammifères marins, il me semble le phoque, mais j'ai un doute. Sont des animaux qui ont pris le parti d'excréter énormément de leur azote dans leur déjection. Ces déjections sur les lieux de nidation, alors pour les oiseaux, c'est des lieux de nidation. Vous savez, les oiseaux sont statiques sur des rochers, etc. Chez les chauves-souris, c'est dans les grottes. Bon bref, toutes les fientes tombent au sol, toutes les crottes tombent au sol. Alors il me semble que c'est hallucinant, hein, la quantité d'azote dans les crottes d'une chauve-souris par rapport aux crottes d'un lapin, par exemple. Je crois que c'est un facteur 100 quasiment, la quantité d'azote. Enfin, vraiment, il y a 100 fois plus d'azote dans les crottes de chauve-souris. Bon, et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait collecter ces crottes de chauve-souris parce qu'elles étaient extrêmement riches en azote et elles servent en amendement pour les plantes, car vous savez que les plantes ont besoin d'azote. Donc on peut acheter notamment pour les plantes d'intérieur, dont je suis friande, on peut acheter ce qu'on appelle du bas de guano. Donc le guano, en fait, c'est l'accumulation des crottes au contact d'un sol calcaire. Ça fermente, ça se transforme et ça forme ce qu'on appelle le guano. Que ce soit pour les oiseaux ou les chauves-souris. Et donc en fait, l'homme s'est très vite mis à exploiter ce guano pour faire des amendements fertilisants pour les plantes. Parce que c'est très très riche en nitrates. Et le côté acide nitrique, en fait, ça a été exploité pour utiliser le guano et les crottes de chauve-souris pour en faire du salpêtre, riche en acide nitrique, ce me semble, j'espère ne pas dire de bêtises. Et ce salpêtre, le saviez-vous, était utilisé pour la fabrication de la poudre à canon. Et au début du 19e siècle, on utilisait pas mal de poudre à canon, les humains se sont mis à ratiboiser les spots à guano et les spots à chauve-souris, à tout gratter. Et en fait, ça a foutu en l'air l'écosystème, ça a niqué l'écosystème. Parce que c'est pas fait pour être raclé comme ça d'un coup d'un seul, vous voyez. Et ça a éclaté les sites de nidification des oiseaux et des chauves-souris. Donc à nouveau, bravo l'humain. Donc oui, voilà, crotte de chauve-souris, pas vraiment directement riche en acide nitrique, mais très 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 riche en azote. Oui, c'est confirmé. Tout à fait. Et c'est la dernière. Alors, c'est quoi les trains rouges? Non, les traits rouges, je pense. Les traits rouges qu'on a dans les yeux. C'est-à-dire... Bon, alors, je vais faire une interprétation de cette question parce que je vous avoue que c'est pas évident. Je pense qu'on parle de la vascularisation de l'œil. Les traits rouges, les vaisseaux sanguins rouges qu'on voit sur le fond blanc de notre œil, ça doit être ça. Bon bah voilà, donc j'ai répondu à la question. Hein. En fait, votre œil, on rappelle vite fait de quoi c'est fait. Donc
devant la partie translucide qui recouvre la pupille et l'iris, c'est ce qu'on appelle la cornée, elle doit être absolument transparente, c'est l'un des rares tissus du corps qui n'est pas vascularisé, il n'y a pas de vaisseau sanguin, s'il y en a c'est qu'il y a un problème, justement parce que il faut que la lumière passe. Et la partie blanche de votre œil, c'est ce qu'on appelle la sclérotique, c'est un peu comme le tissu des tendons, hein, c'est pareil, les tendons du poulet que vous bouffez pas, c'est ça. Et donc cette sclérotique, elle est alimentée en sang et en vaisseau sanguin comme les autres tissus du corps parce qu'elle a besoin de fonctionner. Et donc les traits rouges en question sont en fait des petits capillaires sanguins qui viennent alimenter voilà, les tissus de l'œil. Alors parfois on en a beaucoup trop, parfois on a ce qu'on peut appeler des conjonctivites, etc. Donc on voit comme ça visiblement les vaisseaux sanguins, les fameux traits rouges. Et ça peut être dû à plein de choses, ça peut être dû à des sécheresses oculaires, des irritations, la présence d'un corps étranger, des micro-lésions, donc du coup le sang afflue, parce qu'en fait il y a une inflammation, donc du coup le sang afflue, comme dans le réflexe inflammatoire, pour essayer de réparer le truc, quoi. Ça peut être dû à de la fatigue oculaire, ça peut être dû à des allergies, ça peut être dû à plein de choses. Bon, enfin, c'est sûr que si vous avez les yeux injectés de sang, faut peut-être aller consulter un ophtalmologue, je pense. Je ne le suis pas moi-même, mais enfin moi c'est ce que je ferais dans cette situation. Voilà. Donc voilà pour, alors c'était fastoche, hein, l'explication des traits rouges dans les yeux. Et j'ai pas d'anecdote sur le sujet. Je suis désolée, c'est tout nul comme fin de vidéo. Nous en avons fini avec cette foire aux questions. J'ai très peur du temps de montage. On verra si je fais une partie ou deux. Après, moi je m'en fous de faire des vidéos longues, c'est pour vous hein, que c'est pénible. Après, rien ne vous empêche de les regarder en plusieurs fois. Hein. Y a pas de... Voilà, pas d'obligation à regarder en une fois. Je ne le dis pas assez, mais n'hésitez pas à commenter mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. En plus, je tiens à remercier les personnes qui commentent mes vidéos parce que franchement, je n'ai jamais eu de commentaires négatifs, je m'en rappelle pas. Et puis moi, les commentaires négatifs, j'ai tendance à les ignorer. Moi, je ghost. Ah bon, on m'a parlé. Mais franchement, j'ai toujours des retours super gentils, super positifs. Il y a plein de gens qui m'ont dit, vas-y, tiens bon, arrête la clope. Bon. Je vous avoue que c'est pas que une victoire en ce moment. Enfin bon, je ne désespère pas, je vais y arriver. Mais merci, parce que ça l'air de rien, c'est pas pour ça que je fais les vidéos, mais ça me fait drôlement plaisir d'avoir vos retours enthousiastes, gentils, empathiques, bienveillants. Voilà, dans ce monde de brutes, on manque un peu de tout ça, donc merci à vous, ça me regonfle le cœur, surtout en ce moment où je passe des moments pas toujours faciles. Je vous en dirai pas plus, mais bon voilà, comme nous tous, hein, on a des phases où ça va pas trop. Et ben ça me fait du bien, donc n'hésitez pas à blinder, blinder de commentaires, plein d'amour et dégoulinant de guimauve et de sucre, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà. Après, vous êtes libre de m'insulter, mais ça me glissera dessus comme l'eau sur le plumage d'un canard. Voilà. Et fais-toi le ciré. Je vous embrasse tous très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À la prochaine. Ciao.